Ma mère a été criblée dans le dos d'éclats de verre et jusqu'à la fin de sa vie, elle en avait encore. Elle est décédée il y a 2 ans. On lui en a retiré bien sûr, mais il n'avait pas pu tout enlever. Il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus politiques qu'une simple mort sur un trottoir dans Paris. Nous sommes Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman et vous écoutez Copernic, l'attentat, le procès, un podcast de RCJ Studio. Comme à son habitude, la rue est calme. Étendue de la très chic place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris, à la célèbre avenue Kléber, la rue Copernic n'est pas extraordinaire. Quelques ambassades y trouvent refuge, comme l'ambassade du Liban ou le consulat vénézuélien. Quelques commerçants, quelques hôtels, rien de plus. Et la synagogue. La synagogue est au milieu de la rue. Il s'agit d'une discrète porte bleue au numéro 24 de la rue Copernic. À droite de cette porte, au numéro 22, une boutique pour chiens. En face, au 25, une boutique de cosmétiques. Et enfin, à gauche de la porte bleue, juste après l'entrée du réservoir d'eau de Passy, un magasin de luminaires. Barbier Luminaire. Le 3 octobre, c'est devant ce même magasin que la moto du FPLPOS a explosé. Cette moto était située devant le 28 rue Copernic et non devant l'entrée de la synagogue, quelques mètres plus loin. Le magasin de lumière et d'électricité de la famille Barbier a été complètement détruit ce soir d'octobre. Sous le poids de l'impact, les vitres et les lampes ont explosé, blessant parfois grièvement les 8 personnes qui s'y trouvaient. Parmi ces 8 personnes, Gérald Barbier, le fils des propriétaires de l'époque. Devenu aujourd'hui le patron des lieux, Gérald Barbier est l'une des principales victimes collatérales, comme il se décrit lui-même, de cet attentat antisémite. Âgé de presque 30 ans au moment des faits, il se souvient parfaitement de ce 3 octobre 1980. Oui, Gérald Barbier, je suis l'actuel propriétaire d'une société avec un magasin qui est situé au 28 rue Copernic, à côté de la synagogue. Le 3 octobre 1980, le jour de l'attentat, j'étais dans ce même magasin qui appartenait à mes parents. Nous étions 8 personnes dans le magasin. Nos salariés étaient partis, ça a sauté un petit peu avant 19h. On s'est retrouvés, mes parents, mon frère qui nous rejoignait, moi-même, et 4 clients dans le magasin. D'un seul coup, il y a eu l'explosion. On ne savait pas ce qu'il se passait. On se retrouve dans l'horreur absolue en une fraction de seconde. La bombe a été placée devant la vitrine du magasin. Donc je me situais à 8-9 mètres de la bombe. J'ai eu la chance d'être protégé par un pilier en béton qui m'a permis de n'avoir que de très faibles blessures. Bon. En revanche, sur les 8 personnes, 5 ont été très très sérieusement blessées, dont ma mère qui a été criblée d'éclats de verre, un client qui a tout pris dans le visage. Alors quand ça a sauté, on se retrouve tout de suite dans le noir. Il y avait des flammes à l'extérieur. Des voitures brûlaient, dont celle de mon père qui était aussi garée juste devant, qui a été complètement détruite. Et ce qui nous donnait un peu de clarté dans le magasin. Et en fait, on a une réaction de survie. On avait compris que ça venait de la rue. Moi, je pensais que c'était peut-être une explosion de gaz. Je n'ai pas pensé tout de suite à un attentat. On a sorti des gens un peu des décombres, parce que il y avait un plafond métallique qui s'est écroulé, qui est tombé. Des tas de projectiles, c'est un magasin de petits électroménagers, de matériel électrique. Tout ça a été projeté dans tous les sens. Et principalement les vitrines qui ont vraiment explosé et ont fait des projectiles par centaines ou milliers, j'en sais rien. C'est ça qui nous a surtout blessés. Bon, peut-être un peu les lames ou d'autres objets, mais le plus dangereux ont été vraiment les éclats de verre. Ma mère a été criblée dans le dos d'éclats de verre,
Et jusqu'à la fin de sa vie, elle en avait encore. Elle est décédée il y a 2 ans. Et on lui en a retiré, bien sûr, mais il n'avait pas pu tout enlever. C'était assez le bazar. Hein. On n'est pas dans des... On est en 1980, les secours ne sont pas organisés comme maintenant. Ils ont fait une espèce d'hôpital de campagne dans le café du coin où ils ont soigné les plus gros blessés, dont ma mère. Ils l'ont retransfusée sur place parce qu'elle était intransportable. Et puis après, les gens sont partis dans les hôpitaux. Et je suis resté avec mon frère en disant il faut qu'on reste ensemble parce qu'on comprenait que tout le monde allait être éparpillé. Et on s'est dit, nos parents, on ne savait pas où ils allaient être emmenés, etc. Et en fait, nous, on est partis avec mon frère dans les derniers, parce qu'on était peu blessés, je dirais sanguignolants, enfin voilà, mais que des coupures pas très graves. On a quand même été emmenés à l'hôpital, on a fait les soins, mais on est ressortis. Et ensuite, on s'est mis à rechercher nos parents. Voilà. Les blessés avaient été emmenés un peu partout dans les hôpitaux. Comme je dis, c'était pas organisé comme maintenant, on n'avait pas de téléphone portable, enfin c'est pas le Moyen-Âge, mais on n'en est pas à des possibilités de communication comme aujourd'hui. On a un peu de mal quelquefois à le comprendre. Petite anecdote, moi que j'étais emmené dans le car de police, les policiers venaient du 13e arrondissement, on est dans le 16e, on a été emmené en Ambroise-Paré, qui est à Boulogne. Il fallait traverser le bois, ils étaient perdus, c'est moi qui les ai guidés dans le bois pour arriver à l'hôpital. Il n'y avait pas de GPS. Donc ensuite, oui, on a recherché nos parents, ça n'a pas été simple. Et puis, on a appris qu'ils étaient chacun dans un hôpital différent. Et puis, le lendemain, on est allé les voir, en fait, l'un et l'autre. Et ma mère, on ne savait pas si elle allait survivre pendant presque une semaine. Enfin, les médecins ne se prononçaient pas parce qu'elle était extrêmement blessée. Mon père, sa vie n'était pas en jeu, mais il était très très blessé, visage, beaucoup de coups, le torse, enfin bon, voilà, il avait pris beaucoup dans le haut du corps. Et il a fait, je crois, une semaine d'hôpital, alors que ma mère, elle a dû y rester à peu près 3 semaines, quoi. Je me souviens être sorti, avant d'aller à l'hôpital, sortir dans la rue, où j'ai vu le cadavre d'une femme, enfin, par terre, et où je me suis dit, elle est morte, mais j'étais dans un état second, en fait. On est pris par le choc. C'est une telle horreur qu'on est... je ne sais pas comment le qualifier, mais on n'a plus une conscience normale. Je veux dire, enfin, on est peut-être immunisé par rapport à cette horreur de voir des gens tués, défigurés, tout ça. Depuis ce vendredi 3 octobre, Gérald Barbier mène un long et laborieux combat, celui des indemnisations. En 1980, les dégâts matériels causés par un attentat terroriste ne sont pas légalement reconnus. Les assurances ne les prennent pas en compte. Et pourtant, le magasin de la famille Barbier, le restaurant en face de la synagogue et de multiples autres commerces dans les rues adjacentes ont sévèrement souffert de l'explosion. Ils ont dû tout reconstruire, tandis qu'ils perdaient leur marge d'exploitation. Les particuliers sont confrontés à la même situation. Que faire pour les voitures brûlées, les fenêtres cassées ? Pendant des années, Gérald Barbier s'est battu pour que les commerçants et les habitants du quartier soient indemnisés. Il a monté son association, Comité de défense du quartier Copernic. On s'est retrouvé le dimanche avec l'affaire de mes parents. Moi, je travaillais avec eux. Et l'affaire était détruite. On avait une quinzaine de salariés. Et donc, j'avais dit, il faut que lundi, les électriciens faisaient de l'installation électrique. Il faut qu'ils soient sur les chantiers le matin. Le dimanche, des collaborateurs sont venus, des électriciens. On n'a pas déblayé, c'était un capharnaüm, je ne sais pas comment
le décrire, mais c'était évidemment un tas d'objets. Enfin bon, on a un peu déblayé pour pouvoir circuler dans le magasin. On a des bureaux derrière qui étaient moins détruits parce que plus on s'éloignait de l'impact, plus évidemment moins c'était fort. Bon, les cloisons étaient fissurées, des choses comme ça, mais il y avait beaucoup moins de dégâts et on a pu remettre en état provisoire les bureaux pour travailler. On n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais on mettait le courant électrique, facile pour nous puisque c'était notre métier, donc on a passé des câbles. Et le lundi, tous les employés travaillaient à 14h et les chantiers étaient honorés. En revanche, on avait un magasin, comme je vous l'ai dit, qui lui est resté fermé pendant 7 mois. Et bon, il a fallu s'occuper des indemnisations. Les assurances ne voulaient pas prendre ça en compte, en disant il fallait avoir un risque attentat que personne n'avait. Donc des politiques sont venus, etc. Mais il se passait pas grand-chose, quoi. Et on était, je dis toujours, sur notre tas de gravats, et puis ça allait rester comme ça. À la suite de ça, donc j'ai monté une association avec d'autres personnes blessées, pris la tête d'une association, aidé par un ami avocat, parce qu'il m'a dit si vous groupez pas, s'il n'y a pas une action collective, ça va être extrêmement compliqué. Bon, et puis à partir de là, on a monté cette association, comité de défense du quartier Copernic, dans le but, si vous voulez, d'obtenir l'indemnisation pour les dommages corporels et puis aussi pour les dégâts matériels. Et après, pour toutes les personnes blessées, on a aidé à monter les dossiers, et puis pour les dégâts, pareil. Moi, j'ai été extrêmement clair dans le but de notre association, qui était là pour régler les problèmes d'indemnisation uniquement. Je voulais pas rentrer dans le jeu politique, dans le jeu cultuel ou autre. Comme je l'ai dit, il y a eu des réactions que je qualifie un peu de bizarres, voire de honteuses, où il y a des gens qui s'en prenaient à la synagogue en disant c'est leur faute. Non, ils sont victimes. Moi, je ne suis pas de confession juive, mais je me sens victime comme eux, mais pas plus ni moins. Mais je veux dire que c'est eux qui étaient visés, donc c'est eux qui ont le plus souffert quelque part, puisque c'est une agression quand même envers la communauté juive. Et donc j'ai même une personne un jour qui me dit il faut faire déplacer la synagogue. Je dis c'est aberrant, ils sont victimes, ils sont visés, on doit être solidaire et pas demander de déplacer la synagogue. Je serais, je sais pas, une mosquée, une cathédrale, une église, ce serait la même chose. Bon, donc et puis même des gens de l'association voulaient savoir un peu d'où ça venait, qui étaient les auteurs de l'attentat. J'ai dit, c'est pas notre rôle. On est dans un fait politique majeur. C'est de la géopolitique. On n'a pas les compétences ou d'avis à donner là-dessus. Après qu'on le sache, ça me paraît normal, mais c'était pas l'action de notre association. La plupart des commerces ont pu réouvrir relativement vite, à part le restaurant et nous. Je crois que le restaurant, ça a dû durer 2 mois et demi ou 3 mois. Nous, ça a duré 7 mois. Et donc, on s'est retrouvé avec des pertes d'exploitation importantes. Mais d'autres magasins, aussi un peu de pertes d'exploitation moins fortes, mais existantes. Ça a été une deuxième action pour obtenir les indemnisations des pertes d'exploitation. On était dans un vide juridique, donc ça ne permettait pas de traiter cette action par l'État. Et ils ont finalement décidé de le faire en nous traitant tels que victimes de manifestations. Parce que là, il y avait des textes qui étaient en place et et des procédures qui permettaient d'indemniser les gens. Et une fois que ça a été validé comme ça a été, entre guillemets, relativement vite pour traiter les dossiers. À la suite de
de l'attentat et des missions qu'on a faites pour les indemnisations, j'avais été contacté par beaucoup de gens qui avaient subi des attentats par la suite, notamment aux Pays-Bas, ça sautait beaucoup. Et puis, parce que les gens voulaient savoir comment on avait pu obtenir les indemnisations, donc j'ai aidé quelques personnes ou associations. Et puis à un moment, j'ai voulu arrêter parce que je voulais pas devenir, entre guillemets, monsieur attentat. Et c'est Françoise Rudetsky qui a monté SOS Attentat. C'est une femme admirable qui est décédée il y a peu de temps. Et j'avais eu en contact, on s'était déjà croisés. Et au début, avant qu'elle monte SOS Attentat, j'avais été en contact avec des gens de son association pour donner quelques tuyaux, voilà. Et je dirais que Copernic a été précurseur, a permis, si vous voulez, de rentrer dans un système de prise en charge des personnes blessées de manière systématique. Donc ça a été pris par les assurances à la suite de ça. Et puis Françoise Rudetsky a fait un beaucoup plus grand travail derrière, en créant un fonds de solidarité, un fonds de garantie. Enfin bon, elle a fait beaucoup d'actions. Voilà, moi j'ai fait, disons que on a été notre association plutôt un peu précurseur. Je m'en suis occupé davantage puisque j'étais à la tête de l'association. Mais à un moment, j'ai voulu un peu quitter l'aspect attentat permanent, quoi. Voilà. Entre la boutique de luminaires et la porte de la synagogue, une porte cochère. Derrière cette porte toujours fermée, se trouverait un réservoir d'eau. Ce réservoir servirait notamment à alimenter les cascades des bois de Boulogne et de Vincennes, à arroser les parcs et jardins de Paris, mais aussi à nettoyer les rues de la capitale. Malgré une ferme interdiction de stationner devant cette porte, Jean-Michel Barbé, chauffeur de maître de 41 ans, attendait là, devant la porte du réservoir. Il attendait ses clients, des fidèles de la synagogue Copernic, venus célébrer l'entrée du Shabbat. Jean-Michel Barbé se trouvait à quelques pas de la moto piégée. Son corps aurait été, selon le commissaire de police du 16e arrondissement de l'époque, pulvérisé par l'effet du souffle. Il serait décédé des conséquences d'un polytraumatisme, selon le médecin légiste entendu au procès de Hassan Diab. Jean-Michel Barbé avait une femme, Monique, et une fille, Patricia. Nous l'avons rencontrée. Alors, je suis Patricia Barbé, fille de Jean-Michel Barbé, qui est décédé dans l'attentat du 3 octobre 80. Mon père était chauffeur de maître, donc il attendait ses employeurs qui étaient à l'office, à la synagogue. Et probablement, j'aurais jamais la réponse, mais il devait les attendre dehors, à côté de sa voiture, en train de fumer une cigarette, et il a été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je reprends un peu ce soir-là, en fait, à contrario des autres parties civiles, moi je ne suis pas témoin de la scène. On apprend avec maman l'attentat à la télévision, au Flash Info. On savait que papa était dans le coin et que c'était une personne qui, quand elle était en retard, prévenait. Donc, globalement, on n'avait pas de message et le temps tournait et on commençait à s'inquiéter sérieusement de son retard. Et donc, vous imaginez bien que ces minutes et ces heures-là sont très, très longues dans l'attente. À la sortie de l'office, les employeurs de papa ont appelé maman à la maison pour lui demander s'il était rentré. Et à ce moment-là, maman a dit non. Donc, ils se sont mis en quête avec leurs propres enfants et petits-enfants qui travaillaient à l'époque, qui étaient internes dans des hôpitaux de Paris, de chercher papa dans l'un des hôpitaux de Paris pour savoir s'il avait été hospitalisé. Et bien évidemment, au bout de je ne sais pas combien de temps, mais quelques heures probablement, on a eu la réponse que non, il n'avait pas été hospitalisés. Et donc, ces employeurs et leurs enfants, ils sont venus à 5 à la maison nous rejoindre. J'habitais en banlieue nord de Paris, pour nous annoncer la mauvaise nouvelle et nous soutenir, bien sûr. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on a appris le décès de papa. Et s'en est suivi, bien évidemment, après des démarches dès le lendemain matin, rendez-vous à la PJ, donc pour
Pour avoir tout un tas de questions, c'est très flou dans mon souvenir parce que moi j'allais sur mes 16 ans, donc j'ai pas tout retenu et puis j'ai sans doute occulté beaucoup de choses volontairement. Mais je sais que ça avait été assez difficile pour maman parce qu'on lui avait demandé pourquoi il était là. Enfin des questions qui laissaient presque supposer qu'il pouvait être suspect de quelque chose. Et donc ça c'était très compliqué à vivre. Après s'en est suivi la reconnaissance du corps à l'Institut médico-légal. Maman m'a préservé de ça, mais elle a été très impacté forcément puisque le corps de papa, de ce que j'en ai compris, était carbonisé. Donc c'était très difficile. Ils ont eu beaucoup de mal à le reconnaître. Et j'ai envie de dire, après ça, des obsèques qui vous dépossèdent un peu de votre deuil parce que des obsèques à l'échelle un peu, alors nationale, c'est prétentieux, mais voilà, beaucoup trop de monde, beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, vous ne faites pas ce que vous voulez avec l'enterrement, voilà, les choses sont guidées et ça, c'est très perturbant. Et puis pendant 30 ans, plus rien. On a appris qu'une enquête en fait était en cours. On est tombé des nues, puisqu'en fait, alors là je parle pour ma gouverne, maman, je pense pas qu'elle ait fait trop de démarches en 30 ans, mais moi je me souviens que dans les années 90-95, je m'étais tournée vers SOS Attentat, vers Françoise Rudetsky pour savoir où en était le dossier et comment se fait-il qu'on n'avait aucune information sur ce dossier, laquelle m'avait dit il est entre les mains du juge Bruguière et donc je n'ai eu accès à rien puisqu'en fait la réponse était systématiquement raison d'État, secret défense, raison d'État, secret défense. Donc pendant 30 ans, on n'a rien en fait, on ne sait même pas en fait quand les premières audiences commencent en 2007-2008, on n'a aucune idée de toutes les investigations qui ont été menées pendant toutes ces années, en fait. Et puis voilà, et puis l'affaire a redémarré, de nouveau été un peu médiatisé. Il y a eu également un film tourné avec Laurent Jaoui, dans lequel on a témoigné. Il y a eu les 30 ans de Copernic qu'on a célébré avec une conférence de presse. Voilà, on était présents à chaque fois et maman était montée effectivement pour ces dates-là. Ce qu'elle n'a pas fait là pour le procès parce qu'elle se sentait pas la force de venir. Elle vient de faire 80 ans et ça remue beaucoup de choses pour elle. Et voilà à peu près comment on a vécu ces années de silence, en fait. C'est avec une impuissance, puisque vous êtes face à effectivement une justice qui ne parle pas, un gouvernement, j'ai envie de dire, enfin les gouvernements successifs, parce qu'il y a eu quand même quelques présidents entre eux, où rien ne se passe et où vous avez juste ce gros sentiment d'injustice, d'être oublié et que vous devinez bien évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus politiques que une simple mort sur un trottoir dans Paris. Alors j'ai découvert avec beaucoup d'émotions, beaucoup de la bienveillance qu'il y a eu tout au long de ce procès. Je dirais pas avec presque un sentiment de honte de m'être jamais projetée en fait sur ces personnes qui n'avaient jamais été recensées, qui étaient présentes, qui effectivement pour le coup n'étaient pas blessées, donc on leur a dit rentrez chez vous, dégagez. Et j'ai été hallucinée de voir qu'ils étaient bloqués sur cette date quand certaines d'entre elles passaient à la barre, parce que voilà, chacun est dans sa douleur, sa propre souffrance et en fait on n'a jamais été mis en contact. Papa n'était pas de confession juive, nous ne le sommes pas non plus, je n'ai pas de rapport avec Copernic, sauf des conférences de presse qui ont eu lieu dans le passé. Donc non, j'avais aucun contact en fait. Et autant je pouvais peut-être probablement jeune avoir un sentiment d'injustice parce qu'effectivement ce genre d'événement ça se joue à 10-15 secondes, mais à aucun moment ça aurait été intolérable d'imaginer que ça saute à la sortie de l'office. La rue Copernic est étroite. Un sens unique permet aux automobilistes de rejoindre la place Victor Hugo depuis l'avenue Kléber. Ce jour-là, un motocycliste ne trouve plus sa route. Il s'arrête devant la synagogue pour demander son chemin aux policiers qui en surveillent l'entrée. À peine reparti, Philippe Bouissou, âgé de 22 ans, est criblé d'impacts sur le visage et le haut du corps. Il décède lui aussi sur place,
d'une hémorragie interne au niveau du cœur. Et en face de lui, un gardien d'immeuble avec son fils joue devant la porte du 25 rue Copernic. Hilario López Fernández. Monsieur López Fernández, grièvement blessé, décédera, lui aussi, quelques heures plus tard après son arrivée à l'hôpital. Mais en 43 ans de procédure, de nombreux témoins et membres des familles de victimes ont disparu. Au procès, pas de famille Bouissou ou de famille López Fernández. Même si leurs mémoires sont rappelées, elles ne sont pas représentées. Aucun signe non plus de Nadia Morel, l'ancienne fiancée de Philippe Bouissou, dont les parents sont décédés avant le début du procès. Quant aux López Fernández, ils sont rentrés au Portugal après l'attentat. Ces familles ne seront pas reconnues comme des parties civiles, mais nous pensons à elles et leur mémoire n'a cessé d'être rappelée tout au long de ces 3 semaines. Cet attentat a fait 4 morts, mais il a fait aussi une quarantaine de blessés, touchés par les éclats de verre, les flammes jaillissantes, les morceaux de mur. Parmi eux, Marie-Christine Tell et sa fille Marie-Laure. Elles ne sont pas venues au procès, trop difficile, trop douloureux. Et puis, il y a Michel Abeille. Il était au volant de sa voiture au Copernic. Il s'en est voulu toute sa vie d'avoir laissé passer devant lui Philippe Bouissou, le jeune motard. Michel Abeille a été grièvement blessé dans l'explosion. Il a été aidé par 2 jeunes fidèles de la synagogue avant d'être emmené par les secours. Il a été sauvé ce jour-là. Mais lui aussi est une victime que nous n'oublions pas. Merci à Patricia Barbé et Gérald Barbier. Copernic, l'attentat, le procès. Une série documentaire de Laurence Goldman et Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage, Théo Secchi. Prise de son et musique originale, Théo Secchi. Voix, Alex Bérébi. Documentation, Carlos Rangel. Journaliste, Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman. Réalisation, Victoria Géraud-Velmont.